Bonsoir, bonsoir et bienvenue aux nouveaux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes bien à l'apéro science de la fête de la science, des parvis des sciences organisée par Giant à Grenoble. Nous allons commencer dans quelques minutes. On va attendre un petit peu pour que tout le monde qui est inscrit se rejoigne à nous. Et ce soir, vous allez faire un petit voyage au cœur de la biologie structurale. Donc, nos experts des deux instituts, l'EMBL à Grenoble, le laboratoire européen de biologie moléculaire, et l'ESRF, le synchrotron européen, aussi à Grenoble. Nos experts vont vous faire découvrir ce que c'est la biologie structurale et l'étude des protéines. Donc, dans quelques minutes, je vais laisser la main à nos experts pour vous faire découvrir ces deux sujets passionnants et très à l'ordre du jour en ce moment, parce que comme vous savez peut-être, les protéines sont à la base de tout organisme vivant, donc y compris les virus. Donc, vous allez comprendre un petit peu mieux ce soir pourquoi c'est important, en fait, d'étudier les protéines, de connaître leur structure et leur fonction pour pouvoir développer, par exemple, de nouveaux vaccins et de nouveaux médicaments. On attend encore quelques minutes, une minute ou deux. Je vois que nous n'avons pas encore tout le monde. Donc, bonsoir aux gens qui viennent de se rejoindre à nous. Bonsoir, bienvenue. J'espère que vous êtes bien installés. Vous êtes à l'apéro science, donc vous avez peut-être un petit verre à la main aussi. Donc, installez-vous confortablement. Le webinaire va durer environ 1 heure. Vous avez la possibilité de poser des questions tout au long de la présentation en utilisant l'onglet qui est en bas de l'écran. Donc, vous posez vos questions par écrit et à la fin de la présentation, les experts vont vous répondre. Vous avez aussi la possibilité de voir les questions qui sont posées et de voter. Donc, si vous voyez une question qui vous plaît, qui vous intéresse particulièrement, votez pour cette question. Parce que s'il y a énormément de questions à la fin, nous n'aurons peut-être pas la possibilité de répondre à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à voter pour les questions qui vous intéressent. Alors, il est 19h02. Je propose peut-être que nous commençons, si tous nos experts sont au rendez-vous. Donc, je vous invite à bien vous installer. Et je vous souhaite une très bonne découverte et je vais laisser la parole à Gianluca Santoni, qui est scientifique à l'ESRF. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et bienvenue donc à cette présentation de la recherche scientifique en biologie structurale, comme on peut la faire à l'ESRF et à l'EMBL. Donc, pour ceux de vous qui sont familiers avec le panorama de Grenoble, l'ESRF est assez reconnaissable. On est là. En ce moment même, on se situe ici dans ce bâtiment-là, plus ou moins vers où mon pointeur est en train d'indiquer. L'EMBL, donc le laboratoire européen de biologie moléculaire, est juste là. Donc, ce sont nos voisins et c'est avec eux qu'on travaille souvent. Donc, ce soir, encore une fois, on va faire un voyage donc, à la croisée des mondes pour vous expliquer un peu plus la recherche en biologie structurale. Donc, on va partir d'un problème bien concret pour nous, les scientifiques, et pour tout le monde. Je pense que vous avez vu plusieurs fois cette image ou une image similaire sur l'année. Malheureusement, on a une pandémie en cours et donc on a un virus qu'on va essayer de combattre avec différents types de thérapies. Donc, on a bien évidemment les vaccins qui existent, ils sont bien déployés, disons, à toute la population. Et leur rôle est surtout de prévenir les contagions et les cas graves, surtout dans le cas du vaccin pour le Covid. Mais vous vous êtes peut-être aperçu qu'on n'a pas encore de médicaments spécifiques contre l'infection par le SARS-CoV-2, donc le virus de la Covid-19. Pourquoi ça? Parce que
on va voir un peu après, mais créer un médicament spécifique pour une maladie est bien plus compliqué que créer un vaccin. Mais donc, ce soir, on va se poser la question, qu'est-ce qu'il faudrait faire si on voudrait, nous, créer un médicament pour la COVID-19? Donc, en tant que scientifique, on va se poser des questions sur le virus pour mieux comprendre son fonctionnement et pouvoir éventuellement le combattre. Autrement dit, on va essayer de connaître notre ennemi. Donc, comment marche un virus? Alors, le virus, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une enveloppe, qu'on peut voir ici, qui contient du matériel génétique, de l'ARN dans ce cas-là. Ce matériel génétique ne sert ni à plus ni à moins qu'à dérouter la machinerie moléculaire de nos cellules, qu'on peut voir ici, pour produire des protéines qu'on appelle des protéines non structurales, c'est-à-dire des protéines qui ne font pas partie de l'enveloppe du virus, mais qui vont servir donc à modifier le fonctionnement de nos cellules pour pouvoir reproduire plusieurs copies du même virus. Par cette façon-là, le virus va se multiplier dans notre organisme. Et c'est grâce à ça en fait qu'il devient ensuite contagieux. Donc, si on veut limiter sa capacité à se multiplier, on va essayer d'analyser ces protéines non structurales, qui sont encore une fois celles qui permettent d'insérer l'ARN viral dans la machine de reproduction de la cellule. Donc, j'ai déjà utilisé plusieurs fois le mot protéine, mais peut-être pas tout le monde sait qu'est-ce qu'une protéine. Alors, une protéine, c'est une molécule qui est formée à la base par une chaîne d'acides aminés. Les acides aminés sont des molécules qui ont des propriétés diverses et variées, mais une de leurs propriétés principales, c'est qu'elles peuvent donc former une chaîne qui se replie sur elle-même dans l'espace pour prendre une forme tridimensionnelle. Et les protéines ont en général un rôle vital dans les organismes. On l'a vu pour les virus, ça leur permet encore une fois de se multiplier, mais tous les enzymes et tous les les macromolécules qui sont dans notre organisme aussi sont en général des protéines. Et une chose très importante, c'est que leur structure, donc leur forme, leur repliement dans l'espace, détermine leur fonction. Ça veut dire que chaque protéine a un rôle bien défini dans les organismes, et ce rôle est déterminé d'une part par la séquence, donc par sa chaîne d'acides aminés, mais d'autre part par son repliement dans l'espace. Une protéine, en fonction du détail qu'on peut avoir, on peut, disons, avoir différents niveaux de détail en fonction de la technique qu'on utilise pour l'observer. Donc, on peut voir sa surface, ici à gauche en gris, par exemple. On peut voir un peu plus dans le détail, ici, ce diagramme qu'on appelle un diagramme en ribbon en anglais. Donc, c'est un diagramme qui nous décrit les différents motifs décrits dans l'espace par la chaîne d'acides aminés. Ou alors, on peut avoir encore plus de détails, comme ici, tout à droite, où on voit les atomes individuels à l'intérieur de la protéine. Ici, par exemple, en rouge, on voit tous les atomes d'oxygène, en bleu, c'est des atomes d'azote, et tout ce qui est en vert, c'est des atomes de carbone. Comme vous peut-être savez déjà, ce sont les 3 éléments les plus communs dans nos organismes. Or, en partant de l'information sur les protéines, comment peut-on créer un médicament? Donc, l'idée, c'est d'empêcher à une des protéines du virus d'accomplir sa mission. C'est ce qui pourrait éventuellement limiter sa capacité à se multiplier dans nos cellules. Donc, pour développer un médicament, tout d'abord, il nous faut choisir une cible. On va ce soir s'occuper d'une protéine toute petite qui s'appelle NSP10, et c'est une des 16 protéines non structurales encodées par le génome du SARS-CoV-2. Donc, c'est une petite protéine et son rôle dans nos cellules, c'est, en fait, elle est impliquée dans la machinerie de reconnaissance de l'ARN, c'est-à-dire que c'est une des protéines qui fait en sorte que l'ARN du virus soit inséré dans la machinerie cellulaire, donc dans notre organisme. Tout simplement, on peut penser que si on lui empêche de fonctionner proprement, on va aussi empêcher la réplication du virus. C'est tout simple. Mais il ne nous faut pas juste une cible, il nous faut aussi des informations sur cette cible. Donc, les ingrédients de notre étude seront des détails atomiques sur la protéine. Pourquoi? Parce qu'on veut cibler, bien évidemment, une zone active de cette protéine. Comme par exemple ici, dans cette représentation, on peut voir on a notre protéine. Et puis, on a une série de petites molécules. Une petite molécule, vous le voyez, c'est juste, on l'appelle petite par rapport à l'échelle de la protéine. C'est une molécule qui va se fixer quelque part dans la protéine pour essayer de lui empêcher de fonctionner. Et comment on va obtenir tous ces détails?
On a plusieurs techniques en biologie structurelle. Celle qu'on a choisi d'utiliser ce soir et de vous montrer dans cette présentation, c'est la cristallographie aux rayons X. Je ne rentre pas ici dans les détails parce que vous allez voir par la suite, d'une part, pourquoi on utilise cette technique et aussi comment on utilise les rayons X. Pourquoi je vous dis qu'on verra ça plus tard? Parce que dans l'entreprise scientifique en général, on ne travaille jamais tout seul. On partage les expertises et les connaissances. On n'irait jamais tout seul comme dans les dessins animés. Les plus jeunes d'entre vous devraient connaître Dexter qui était enfermé tout le temps tout seul dans son laboratoire. On ne reste pas enfermé, nous, les scientifiques ici sur le polygone pendant des années. Par exemple, le SRF et le MBL, on est deux grands instituts et on collabore depuis plus de 20 ans sur un grand nombre de projets. Et ce soir, encore une fois, c'est juste un exemple qu'on va vous montrer pendant notre présentation. Donc, je vais tout de suite passer la main à nos experts. Tout d'abord, Pauline, qui va vous expliquer comment on va produire de la protéine en grande quantité. Vous verrez que pour produire des cristaux, il nous faut beaucoup de protéines parce qu'un cristal est ni plus ni moins qu'un ensemble de beaucoup de protéines identiques collées de façon ordonnée l'une à l'autre. Anne-Sophie va nous expliquer la cristallisation. Les protéines en nature, elles ne forment pas des cristaux, donc on doit les convaincre de s'arranger de façon ordonnée. Donc Anne-Sophie va nous expliquer pourquoi. Jérémy, notre expert en automation, va nous montrer comment on prépare les échantillons pour les envoyer ensuite au synchrotron. C'est un travail de précision, les cristaux sont très délicats et Jérémy va nous montrer donc des machines qu'on peut utiliser pour faire ça de façon précise et reproductible. Et ensuite, Didier, il sera sur la ligne de lumière ici, juste en bas de mon bureau, et il va vous montrer comment on collecte des données de diffraction à partir des cristaux que tous les autres collaborateurs auront produits. Et ensuite, moi, on va se retrouver avec moi pour vous parler de l'analyse de données produite par Didier à partir des échantillons de tous nos collaborateurs. Donc, je passe la ligne à l'EMBL, à Pauline, qui est déjà prête. Donc, vas-y, Pauline. Bonsoir. Donc, on a dit qu'on voulait étudier la protéine MSP10 du virus du Covid. Grâce à d'autres techniques, à d'autres expériences, on connaît le gène qui correspond à cette protéine. Le gène, ça fonctionne, c'est un morceau d'ARN dans ce cas-là, qui fonctionne comme la recette pour produire la protéine. Donc, on sait de quoi va être composée cette protéine. On connaît la séquence de la chaîne d'acides aminés, mais par contre, on ne sait pas à quoi elle va ressembler en 3 dimensions. Et comme vous l'avez expliqué, Jenica, c'est ce qui nous intéresse. Pour pouvoir l'étudier, en utilisant la cristallographie au rayon X, en mesurant au synchrotron, on a besoin de beaucoup de cette protéine pour pouvoir produire des cristaux. Pour ça, on va faire produire cette protéine par des cellules qui sont faciles à manipuler en laboratoire par des bactéries. Donc, on prend la séquence génétique qui code pour MSP10 et on va l'insérer dans un plus grand vecteur d'ADN qui va comprendre des informations, des instructions pour que les bactéries puissent produire cette protéine. Donc, ce vecteur d'ADN, on va l'insérer dans des bactéries. Donc, ici, sur cette plaque de Petri, cette boîte de Petri, vous voyez des petites colonies de bactéries. Donc, sur cette plaque, ce sont uniquement les bactéries qui ont inséré le gène de MSP10 à l'intérieur des bactéries. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre une de ces colonies et on la met dans un liquide qui est plein de nutriments qui va permettre aux bactéries de se multiplier. Donc cette plaque, on va aller la mettre normalement à 37 degrés dans un incubateur pendant plusieurs heures pour que la colonie grandisse, se multiplient et produisent d'autant plus de bactéries. Au bout de quelques heures, on obtient une flasque où on voit que le milieu est trouble, donc ça veut dire que nos bactéries ont bien poussé. Donc une fois qu'elles sont suffisamment nombreuses, on va venir leur ajouter un produit chimique pour déclencher l'expression de la protéine, pour leur dire que c'est le moment de travailler. Donc, je viens ajouter, donc c'est de l'IPTG, on rajoute dans notre flasque. Et cette fois-ci,
la flasque, on va la laisser toujours dans l'incubateur plusieurs heures, voire toute une nuit, le temps que les bactéries produisent notre protéine. Donc, la protéine NSP10, elle a été produite, elle est à l'intérieur des bactéries, mais il y a également aussi plein d'autres protéines qui ont été produites pour que les bactéries puissent fonctionner. Donc maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est la purifier. Ça veut dire qu'on va la séparer de toutes les autres protéines, mais aussi de tout ce qui compose les bactéries. Donc, NSP10 est contenu à l'intérieur des bactéries. Donc, on va venir détruire la membrane des bactéries. On fait ça avec des ultrasons pour les ouvrir et récupérer la portion liquide qui contient donc, NSP10 et toutes les autres protéines des bactéries. Donc, on obtient un liquide et on va utiliser différentes sortes de colonnes pour purifier, donc pour séparer les différentes protéines, pour récupérer que celles qui nous intéressent. On peut purifier suivant la taille, avec ce type de colonne, qui va trier les protéines suivant leur taille, suivant leur charge, ou par affinité, comme avec celle-ci, comme je vais vous montrer. Donc, ce qu'on a fait, en fait, au moment d'insérer le gène de notre protéine, on lui a rajouté une petite étiquette qui est maintenant accrochée à cette protéine. Et dans cette colonne, on a des petites billes qui, justement, accrochent cette étiquette. Donc, quand je viens verser ma solution au travers de ma colonne, la protéine NSP10, elle va rester accrochée aux petites billes pendant que les autres vont passer à travers. Et donc, on va pouvoir s'en débarrasser. On va accélérer un petit peu le processus. Ensuite, on vient laver plusieurs fois pour vraiment se débarrasser de toutes les protéines qui ne sont pas censées accrocher à notre bille. Donc, avec un tampon de lavage. Donc là, normalement, notre protéine est toujours accrochée aux billes. Et pour finir, on va venir décrocher notre protéine avec un tampon d'élution, donc qui contient un produit chimique qui va permettre de séparer les billes de notre protéine. Et on va récupérer dans un petit peu. Donc là, on a quelques gouttes. Et voilà. Donc, dans cet échantillon, on a, en théorie, récupéré uniquement notre protéine et on s'est débarrassé des autres. Dans la pratique, généralement, on combine différentes sortes de purification, différentes sortes de colonnes pour avoir l'échantillon le plus pur possible. Donc, maintenant qu'on a notre échantillon, on va aller voir Anne-Sophie et Jérémy sur la plateforme de cristallisation. Parce que comme on vous l'a dit, ce qui nous intéresse, c'est de faire des cristaux de cette protéine pour pouvoir la mesurer au synchrotron. Pardon. Pour purifier la protéine NSP10, est-ce que tu peux nous faire des plaques? Oui, bien sûr. Donc là, on est sur la plateforme de cristallisation. Anne-Sophie, elle va utiliser différents robots pour mettre en place notre expérience de cristallogénèse.
Parce qu'on vous a dit, pour pouvoir mesurer la protéine au synchrotron, il nous faut des cristaux. Un cristal, c'est composé de notre protéine en plusieurs exemplaires qui vont être organisés de manière symétrique en 3 dimensions. Là, dans l'échantillon que je vais donner, la protéine est désorganisée. Enfin, les protéines qui sont dans l'échantillon sont désorganisées. Pour pouvoir former un cristal, il va falloir lui ajouter des produits chimiques, des sels ou d'autres composés pour pouvoir les aider à se rapprocher et à s'organiser en 3 dimensions pour former ce cristal. Mais on ne sait pas exactement quelle combinaison de produits chimiques va fonctionner pour cette protéine en particulier. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est tester plusieurs centaines, voire même des fois plusieurs milliers de conditions différentes, en variant le sel, le pH, tous les produits chimiques qu'on ajoute, pour pouvoir trouver la bonne condition qui va nous permettre de faire que notre protéine cristallise. Donc là, Anne-Sophie va utiliser ce robot, le Mosquito, qui va venir déposer des nanogouttes de notre échantillon sur un film très fin de plastique et le mélanger avec différentes conditions, différentes mélanges de produits chimiques. Donc, chaque nanogoutte va permettre de tester une condition. La taille des gouttes est 1000 fois plus petite que la taille d'une goutte d'eau. Donc, ça permet, avec peu d'échantillons, parce que c'est quand même des échantillons qui sont difficiles à produire, de tester plein de conditions. Et voilà, ta plaque elle est prête et maintenant ça ressemble à sur cette plaque, on a 3 gouttes par condition qui sont à chaque fois d'un échantillon différent. Donc, ça nous fait 3 fois 96 pour une test de plaque. Maintenant, ça prend un peu de temps pour que tes cristaux vont peut-être apparaître. Donc, je vais les mettre dans un robot qui va prendre des images de manière individuelle de chaque goutte pendant une période de 3 mois. Et si tu as un peu de chance, tu auras des cristaux peut-être déjà demain. Sinon, ça peut prendre plusieurs mois, semaines, ou peut-être il faudra que tu réessayes avec d'autres conditions. Donc, je vais la passer dans le robot. Donc, on est soit à 20 degrés ou 4 degrés selon les conditions. En attendant, tu peux regarder tes expériences de la semaine dernière et peut-être que tu as quelque chose d'intéressant à voir. Alors là, du coup, moi, depuis mon bureau, de manière d'habitude, je vais pouvoir aller regarder chacune des gouttes tous les 3 jours, toutes les semaines, pour voir si j'ai trouvé la condition qui fait que ma protéine va cristalliser. Donc, vous pouvez voir, des fois, la protéine va former des agrégats. Ici, vous voyez alors, des cristaux qui ne sont pas forcément très jolis, qu'il faudrait optimiser. Parce que comme il y a plusieurs cristaux l'un sur l'autre, pour mesurer, ce serait plus compliqué. Et quand on a un peu de chance, des fois, on tombe sur des conditions où on a des très jolis cristaux, comme par exemple ce cristal-là. Donc, une fois que j'ai trouvé un cristal que j'ai envie d'aller mesurer au synchrotron, je demande à Anne-Sophie de le pêcher pour pouvoir l'envoyer. Et donc, Anne-Sophie va prendre le relais et avec Jérémy pour nous expliquer comment, ici, ils font pour récupérer ces échantillons qui sont fragiles et précieux et les envoyer jusqu'au synchrotron, jusqu'à la ligne de lumière. Je vais passer le micro. Oui, du coup, je vais faire la pêche des cristaux que Pauline a repérés sur ces plaques. Habituellement, c'est une étape qu'on fait manuellement sous microscope avec des boucles en nylon microscopique. Et c'est plutôt compliqué, fastidieux. Ça fait beaucoup d'échecs également. Donc, d'ici à l'EMBL, on a
il y a un robot qui a été inventé, créé et développé pour permettre de faire cette méthode de manière automatisée. Et c'est l'équipe d'instrumentalisation de l'EABL qui l'a fait. Donc, Jérémy fait partie, donc c'est lui qui va vous présenter cette partie en particulier. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Jérémy Sinois. Moi, je fais partie de l'équipe instrumentation scientifique. Donc, on est une équipe d'ingénieurs et notre rôle, c'est de fabriquer et concevoir des instruments qui vont permettre de faciliter la vie du scientifique en automatisant certaines tâches qui peuvent être faites soit plus rapidement, soit avec une meilleure précision ou une meilleure fiabilité. Dans le cas présent, la machine que je vais vous présenter, c'est notre machine Crystal Direct. Donc, c'est la machine qui permet de récolter automatiquement les cristaux depuis les plaques de cristallisation. En entrée de la machine, on charge une plaque de cristallisation, donc la même que celle que vous venez de voir avec Anne-Sophie et Pauline, qui contient donc les gouttes de cristallisation dans lesquelles on peut potentiellement pousser des cristaux invisibles à l'œil nu. Et en sortie, ce qu'on veut, c'est avoir tous nos cristaux montés individuellement sur ce genre de support échantillon, qui est un standard qui est utilisé dans les synchrotrons du monde entier. Et c'est donc notre cristal monté sur ce support échantillon, cette aiguille, qui va être aligné avec les faisceaux de rayons X du synchrotron. Donc, pour faire ça, on va utiliser le fait que, comme vous l'a dit Pauline juste avant, le fond de la plaque de cristallisation n'est pas fait en plastique dur comme le reste du cadre de la plaque, mais est fait d'un très fin film plastique. Donc, on va venir mettre une petite goutte de colle silicone au bout de cette aiguille. On vient placer l'aiguille à proximité de la goutte qui nous intéresse. Et avec un laser assez puissant, on va venir découper le film plastique. Donc, ce qui est important, c'est que le laser soit suffisamment puissant pour découper le film plastique, mais pas assez puissant pour pouvoir endommager les cristaux en transmettant de la chaleur à notre cristal. Donc, on utilise pour ça un laser qui est utilisé dans l'industrie médicale, notamment pour la chirurgie oculaire. On a une image ici, parce que tout est très petit, mais on a fait une image de qu'on peut avoir à la fin. Donc, notre support échantillon monté sur la machine Crystal Direct, avec le tout petit bout de film plastique sur lequel repose un cristal. Le cristal est toujours invisible ici. Donc à ça s'ajoute une petite complication qui est qu'on va pouvoir cryogéniser notre cristal. Donc le cryogéniser, ça veut dire le refroidir à très basse température très rapidement. La température qu'on va vouloir atteindre, c'est moins 170 degrés. On fait ça pour plusieurs raisons. D'abord, pour des raisons de conservation et de stockage, pour que le cristal voyage dans de bonnes conditions jusqu'au synchrotron, mais aussi pour qu'il puisse survivre plus longtemps quand il sera exposé aux faisceaux de rayons X du synchrotron. Le faisceau de rayons X est très intense et il pourrait détruire le cristal très rapidement. Donc, en cryogénisant, on augmente ses chances de survie, sa durée de survie dans le faisceau. Donc, on a installé la plaque de cristallisation dans la machine. La plaque est montée sur une table motorisée qui navigue devant un microscope, qui nous permet vraiment de voir toutes les gouttes de cristallisation du point de vue microscopique et de choisir les gouttes qui nous intéressent et les cristaux qui nous intéressent. Donc, une fois que Anne-Sophie a repéré un cristal qui l'intéresse, elle va venir placer cette marque bleue qui est en fait la marque de découpe. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, c'est ici que le laser va découper et c'est donc ce bout de plastique qui sera emmené avec le cristal sur l'aiguille. Donc, voilà, une fois qu'elle a sélectionné, elle appuie sur Start et le processus commence. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu pendant cette pêche. Je ne vais pas détailler toutes les étapes, je vais seulement attirer votre attention sur une étape du processus, qui est l'aspiration de la solution mère. En effet, je vous ai dit qu'on allait cryogéniser le cristal, et donc pour ça, on va le mettre dans un flux cryogénique. Si on emmenait tout le liquide qui se trouve autour du cristal avec lui dans la bulle cryogénique, en fait, le liquide qui est majoritairement composé d'eau viendrait se dilater et broyer notre cristal. Donc pour ça, on vient enlever la majorité du liquide. Ensuite, on découpe le film plastique et on l'envoie dans la bulle cryogénique. Ensuite, c'est un second robot qui va rentrer en œuvre. C'est un robot changeur d'échantillons.
Donc lui, son rôle, ça va être de venir récupérer l'échantillon depuis la machine de récolte, depuis Cristal Direct, pour le mettre dans ce genre de support qu'on appelle un panier de transport. C'est juste un panier qui contient 16 de nos supports échantillons, qui est compatible avec les températures extrêmes de l'azote liquide, moins 170 degrés. Et c'est ce panier qu'on va envoyer sur la ligne de lumière du synchrotron. Donc, pendant qu'Anne-Sophie récupère le panier dans la piscine d'azote liquide, je vais vous dire quelques mots en plus sur cette machine. Donc, la machine, le bras robotisé qui a servi à récupérer l'aiguille pour la stocker dans la piscine d'azote liquide, c'est ce qu'on appelle un chargeur d'échantillons. C'est une machine qui est assez versatile. Son but ici, c'est de transférer l'échantillon de la machine à la piscine, mais elle peut tout à fait faire le trajet inverse et prendre une aiguille de la piscine pour l'installer ailleurs. Et c'est notamment ce qui va se produire sur la ligne de lumière du synchrotron. C'est exactement le même robot développé par notre équipe qui va récupérer l'aiguille du panier qu'on va envoyer avec Anne-Sophie pour le présenter dans le faisceau de rayons X du synchrotron. Et voilà, tu as le devoir avec les questions qui sont prêtes à être envoyées au synchrotron. Donc, la suite aujourd'hui. Donc, nous avons perdu un petit peu nos experts de l'EMBL, mais je pense qu'ils doivent être en chemin pour retrouver les experts du synchrotron. Donc, ils sont en train d'apporter les échantillons vers la ligne de lumière au synchrotron. Donc, c'est un institut qui partage le même campus sur Grenoble. Ce n'est pas très, très loin, donc j'espère qu'on va les retrouver très rapidement. Est-ce que Didier, ils sont déjà arrivés chez toi? Oui, ils sont arrivés. Yannick est en chemin, mais je n'ai pas de share screen. Absolument rien faire. Tu as quand même une livraison. Vous voyez mon écran, j'imagine. Allô? Oui, Didier, Est-ce que, on t'entend, oui. Est-ce que vous avez la vidéo? Non, il n'y a pas de vidéo. Ça arrive. Ok, c'est un petit peu long à charger. Voilà, c'est bon. Vous me voyez? Oui, Bon? oui, c'est très bien, oui. Donc, je peux allumer mon masque puisque Yannick vient de m'amener, je l'ai ici, donc le diwar. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener ce diwar dans la hutch d'expérience. Et je reviens, vous allez me voir directement sur cette caméra. Donc, je vais rentrer dans cette expérience et ensuite, je reviens pour vous expliquer tout ce que je viens de faire et ce que l'on va faire par la suite. Donc, à tout de suite. Bon, restez avec nous. Didier est parti dans la petite cabine de contrôle, une cabine d'expérience pour avec ses échantillons. Voilà, on le voit arriver. Il va reprendre la main. Didier. Alors non, il ne va pas nous parler de l'intérieur de la cabine d'expérience. Il a posé ses échantillons, il est revenu dans la cabine de contrôle. Voilà Didier, à nous. Voilà, donc en fait ce que j'ai fait, vous avez vu, vous devez sûrement voir mon curseur maintenant. Donc j'ai récupéré le diwar dans la zone qui contient la zone liquide dans laquelle il y a les échantillons et le panier d'échantillons et je suis venu le mettre dans ce que Jérémy a déjà présenté, qui s'appelle un échangeur d'échantillons, un chargeur d'échantillons. Donc, dans ce gros diwar, en fait, j'ai la possibilité de mettre 3 fois 8 barilliers d'échantillons, donc un grand stock d'échantillons.
Donc, en fait, ici, on est dans l'âge d'expérience. En fait, pourquoi je suis rentré et ressorti et pourquoi on a des vidéos, c'est qu'en fait, on travaille, nous, avec des rayons X. D'accord? Et les rayons X, c'est quelque chose qui est, comme vous le savez, mutagène. Donc, on ne peut pas se permettre d'être dans la cabine d'expérience quand les rayons X sont là. Par contre, on a un gros avantage, c'est que les rayons X ne sont absolument pas radioactifs. Donc, à partir du moment où les rayons X ne sont pas présents dans la cabine, on peut très bien rentrer et faire ce que l'on a à faire. De notre côté, toute cette cabine est en fait, on ne peut pas bien le voir là, mais en fait est entourée de murs de plomb. D'accord? Donc, dans cette cabine, ce que j'ai, c'est où je montre là avec mon curseur, c'est en fait le chargeur, le harvester, en fait exactement la même machine qui a monté les cristaux chez ALEMBL. Donc, on peut utiliser, mais en fait, nous, ce qu'on va utiliser ici, c'est simplement le chargeur d'échantillons, c'est-à-dire ce bras articulé, ce robot qui est montré en blanc, avec des échantillons qui sont dans le devoir de stockage, dans l'azote liquide. Et ensuite, on va venir monter cet échantillon sur ce qu'on appelle le goniomètre, que je montre en haut à gauche. Si on prend une image vue de l'autre côté, donc j'ai une autre caméra qui montre la même chose de l'autre côté, qui est de bien meilleure qualité, on va dire. Donc, en fait, j'ai le bras qui est exactement le même que, mais vu à 180 degrés de l'autre côté. Donc, ce chargeur d'échantillons va venir chercher les échantillons et va venir les placer au bout de cet axe de rotation. Ce que j'appelle le goniomètre, en fait, c'est juste simplement un axe de rotation très précis. D'accord? Et comme l'a dit Jérémy, les cristaux sont très sensibles, c'est en moyenne 50% d'eau. Donc, il va falloir les maintenir à température de l'azote ou pratiquement de l'azote liquide. Donc, en fait, ici, on a un système de canne cryogénique qui, en fait, souffle sur mon petit échantillon qui va être au bout de cette tête goniométrique, va souffler de l'azote aux alentours de 100 Kelvin, c'est-à-dire à moins 170 degrés. Donc, pour maintenir mon cristal dans de bonnes conditions, pour qu'il soit content. En fait, donc ici, on est à l'ESRF. Donc, on est au niveau du synchrotron. Donc, en fait, de l'autre côté de ces murs-là, en fait, il y a des électrons qui tournent en rond, que l'on fait osciller dans certaines zones. Et quand on les fait osciller dans un plan horizontal, on va produire des rayons X. Ensuite, ces rayons X, on va pouvoir, ils ont différentes énergies, une forme de faisceau qui est particulière et tout. Donc, derrière ce mur-là, en fait, à la gauche de cette caméra, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner une énergie pour les photons que l'on veut utiliser et on va les mettre en forme, c'est-à-dire qu'on va diminuer la taille du faisceau qui est produit par le synchrotron lui-même. Et en fait, ce petit faisceau qui passe dans le vide, dans ce tube-là que je montre en ce moment, va être délivré au niveau de l'échantillon, ici, avec une taille on va dire, aux alentours de 30 microns. Pourquoi 30 microns? Ce n'est pas par un choix, c'est par choix parce qu'en fait, on a vu que la taille des cristaux que l'on faisait pousser, qui poussaient à l'EMBL et autres, puisqu'on peut avoir d'autres instituts qui nous envoient des échantillons, bien sûr, font en moyenne 30 microns. D'accord? Donc, on va venir poser, et c'est ce que vous voyez en fait juste derrière moi, on va venir poser l'échantillon sur cette tête goniométrique. D'accord? Le faisceau que l'on produit ici, pour en revenir à ce que disait Jérémy auparavant, le faisceau qui est produit ici n'est pas très intense si on le compare à des données qui sont plus parlantes. On a un faisceau qui fait aux alentours de milliwatts. D'accord? Donc, vous allez me dire, c'est carrément pas très puissant. Par contre, il faut bien se rendre compte que ces 2 milliwatts, c'est en fait des rayons qui sont très énergétiques, puisque c'est des rayons X, d'accord? Et la deuxième chose, c'est que c'est sur une très petite surface. Donc, on est aux alentours de 30 microns. Donc, à la fin, quand on met les deux ensemble, on se rend bien compte que les dommages que l'on va imprimer au cristal, quand on va collecter notre jeu de données, vont être carrément très importants. Donc, comme vous savez que les rayons X sont mutagènes, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire des mutations, c'est-à-dire des modifications chimiques sur notre ADN,
exactement de la même façon, ils peuvent faire des mutations chimiques sur les cristaux de protéines, c'est-à-dire sur les atomes que l'on a dans notre cristal. Et donc, changer la forme, changer la structure. D'accord? Donc, maintenant, je vais vous expliquer en fait qu'est-ce que ça veut dire collecter des données. Parce que maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'à partir du moment où on a posé notre cristal sur la tête goniométrique, sur le goniomètre, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est collecter notre jeu de données. Collecter notre jeu de données, c'est fait en fait par ce gros cube que vous voyez là à droite de la caméra. Et en fait, c'est ni plus ni moins qu'un détecteur qui va venir collecter les images de diffraction. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire quand l'on veut obtenir la structure tridimensionnelle de la protéine qu'il y a dans notre cristal? En fait, si je reviens à l'expérience elle-même, qui est en fait symbolisée ici par les étapes qu'on va faire, mais d'abord, avant ça, si on revenait à quelque chose de plus simple, si on dit que je veux faire l'image tridimensionnelle de ma main, en n'ayant absolument aucune connaissance, ce que je peux faire, c'est collecter une image toutes les 1 degré, c'est-à-dire prendre une photo tous les 1 degré, faire tourner de 180 degrés, d'accord? Et si je fais ça, très facilement, je peux reconstruire en 3 dimensions la structure de ma main. C'est pas plus compliqué, que ça. Par contre, quand je fais ça, je ne vois que la structure externe de ma main. Je ne vois pas rien de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, si je veux voir à l'intérieur, je vais prendre des photons, des photons de la lumière qui peut pénétrer à l'intérieur de la matière. Donc, la lumière visible, obligatoirement, ne rentre pas dans la matière. Par contre, si je prends des rayons X, c'est ce qu'on fait quand on fait un scan en rayons X, pour voir nos os ou le squelette dans notre corps, eh c'est exactement ce qu'on fait. C'est qu'on utilise des rayons X de la même façon. J'utilise des rayons X simplement parce que je veux voir à l'intérieur de mes cristaux, parce que l'énergie qu'ils ont vont me permettre de rentrer à l'intérieur de la structure. D'accord? Donc ça, c'est ce que j'ai à faire. La deuxième chose, c'est que ces rayons X sont très énergétiques, comme je l'ai dit auparavant. Donc, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est maintenir à 100 Kelvin, c'est-à-dire à moins 170 degrés, mon cristal. Donc, qu'est-ce que je fais, en fait, si je veux collecter mon jeu de données? Pardon, j'ai oublié de dire quelque chose. Collecter mon jeu de données, c'est ça. C'est en fait collecter, ce que je montre ici, un cliché de diffraction. En fait, le problème qu'on a quand je veux faire la structure tridimensionnelle de ma main, c'est que je suis dans le visible. Et ça, pour voir, même si je veux agrandir, j'utilise un microscope et dans le visible, j'ai des lentilles. Il existe des lentilles qui permettent de grossir la lumière visible. Par contre, on n'a pas ou peu de lentilles pour les rayons X. Donc, c'est impossible de grossir la structure de ma seule protéine. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par l'intermédiaire d'un cristal. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand le cristal, c'est-à-dire que c'est ni plus ni moins qu'un empilement de petites briques les unes avec les autres. Si vous regardez, par exemple, un cristal, un diamant, c'est un empilement d'atomes de carbone dans une certaine orientation. Bon, mais là, c'est exactement, on empile les protéines de la même façon, donc on a des briques dans nos cristaux. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand la lumière, quand les rayons X irradient ces petites briques les unes avec les autres, on a des interférences constructives qui se créent. Et en fait, on va avoir ce cliché de diffraction. Donc, en fait, ça, c'est ni plus ni moins qu'une image de mon cristal soumis aux rayons X dans une seule orientation. Donc, pour ma main, par exemple, c'est de 0 à 1 degré. Donc, j'ai pris ce cliché de diffraction. Et ce cliché de diffraction, en fait, il est gris parce que c'est ni plus ni moins que la diffusion des rayons X à travers le film plastique, entre autres. Et ensuite, on a tous ces petits spots, ces petits points, qui sont les points qui nous intéressent, qu'il va falloir collecter, cela sur plusieurs degrés. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour faire ça? C'est que l'on fait différentes étapes. Donc, la première chose, c'est que d'abord, on est venu mettre, comme je vous ai dit, le cristal sur la tête goniométrique. Mais ce cristal-là, il n'est absolument pas centré. Donc, il va tourner, excusez-moi l'expression, mais un peu comme une patate. D'accord? Et comme je vous ai dit, le cristal fait aux alentours de 30 microns en moyenne.
Et mon faisceau fait 30 microns aussi, d'accord? Donc 30 millionièmes de mètre. Donc il me faut quelque chose de très précis. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que grâce aux rayons X, je vais définir ma zone dans laquelle le cristal est potentiellement, donc c'est le rectangle rouge que je montre, et je vais venir scanner toute cette surface-là. Ça va me permettre de déterminer la position du cristal et donc d'aligner mon cristal dans le rayon X. Pour le moment, je n'ai rien collecté du tout, c'est juste que j'ai aligné mon cristal. Ensuite, si au lieu de prendre ma main, on prend ce stylo, d'accord? En fait, vous pouvez voir que ce stylo, il a, même si je collecte que sur 180 degrés, on voit qu'il a un axe 2, c'est-à-dire qu'il est symétrique. Donc, pour avoir la structure tridimensionnelle de ce stylo, je n'ai pas besoin de collecter 180 degrés. J'ai dans ce cas-là besoin de collecter uniquement 90 degrés. C'est exactement la même chose que l'on a dans les cristaux. Les cristaux, en fonction de la position des pics de diffraction que j'ai montré précédemment, on peut savoir quelle symétrie il y a à l'intérieur de chaque brique. Non pas des briques entre elles, parce que les briques entre elles sont juste transcendées les unes par rapport aux autres, mais à l'intérieur des briques, on peut avoir une symétrie. Et selon cette symétrie, on va savoir s'il faut collecter 30, 90 ou 180 degrés, ou 45, ça dépend des symétries que l'on a. D'accord? Donc, le but du jeu, maintenant, c'est de savoir la symétrie que j'ai à l'intérieur de mon cristal, et ça, c'est ce qu'on appelle la caractérisation. Pourquoi je veux savoir ça? Parce que je pourrais très bien dire, je collecte 180 degrés, et de toute façon, par définition, j'aurai ma structure, il n'y a pas de problème. Mais comme je l'ai dit précédemment, le cristal est très, très sensible aux rayons X. Et la deuxième chose, c'est que la qualité, et ça, Gianluca le disait précédemment, la qualité de l'image que je vais obtenir, c'est-à-dire la précision à laquelle je vais pouvoir positionner mes atomes dans ma structure, est fonction de la résolution. Et la résolution est directement en fonction du nombre de photons que je dépose par image de diffraction. Donc, par image que je vous ai fait avoir précédemment. Donc, au plus je vais pouvoir déposer de rayons X, le plus de temps je vais pouvoir exposer mon cristal, au meilleur sera ma résolution. D'accord? Donc, si je connais la symétrie, si au lieu d'avoir à collecter 180 degrés qui vont me prendre, j'exagère, mais 180 secondes, si j'ai besoin de collecter 90 degrés, je vais aussi pouvoir exposer 180 secondes, mais chaque image va avoir 2 secondes d'exposition au lieu d'avoir une exposition de 1 seconde. Ce qui veut dire que la résolution de ma structure, la qualité de ma structure, la précision des atomes que je vais pouvoir mettre dans ma structure va être de bien meilleure qualité. D'accord? Donc voilà, ce jeu-là, en fait, cette collection de données, donc ces clichés de diffraction que j'ai collectés, tous ces pics de diffraction que j'ai collectés avec la symétrie dont j'ai besoin, c'est le moment où l'on passe en fait d'un support physique, qui est le cristal lui-même, qui est palpable, que l'on peut voir, que l'on peut toucher entre guillemets, d'accord, à quelque chose qui devient complètement impalpable, puisqu'en fait là on est passé dans un fichier informatique, c'est-à-dire qui contient des points, qui contient des positions, qui contient des intensités. Ça, Gianluca va l'expliquer juste après. Et en fait, là, on n'est absolument plus dans le vivant, on passe dans le domaine de l'informatique. Et ça, c'est ce que Gianluca va pouvoir vous expliquer maintenant. Donc, merci Didier et tous les autres pour nous avoir produit avec tout votre travail une série d'images. Maintenant, on passe à l'analyse de données. L'analyse de données, c'est quoi? C'est ce qui va nous permettre de partir des images collectées au synchrotron pour arriver à avoir une image en 3D de notre protéine et ensuite pouvoir éventuellement essayer de dessiner des ligands. Pourquoi j'ai mis Big Data ici en grand? Déjà parce que c'est un sujet très à la mode dans des domaines divers et variés des sciences aujourd'hui,
mais aussi parce que les données qu'on produit, on produit des données en grande quantité. Vous pouvez imaginer que pour chaque cristal que Didier a présenté, on produit plusieurs dizaines de gigaoctets de données. Et quand on considère qu'on peut collecter jusqu'à une centaine, voire 200 cristaux par jour sur une seule expérience, vous imaginez la quantité de données qu'on a à traiter par la suite. Donc, c'est important d'optimiser toutes les étapes précédentes pour ne pas traiter et produire des données pour rien. Donc, comme Didier vous a montré, ici, c'est un peu en moindre qualité par rapport à ce que vous avez vu, mais on démarre donc des images de diffraction. C'est-à-dire, on a une série d'images collectées en tournant le cristal, donc par des propriétés mathématiques de la diffraction. Quand on tourne le cristal, c'est comme si on tournait aussi son image de diffraction. C'est ce qui veut dire, vous pouvez imaginer que si on prend toutes les images de diffraction et on les somme l'une à l'autre en tournant dans l'espace, on pourra obtenir une image en 3D. Cette image en 3D, ça va nous donner quoi? Ça sera chacun des points, donc des tâches de diffraction, mais avec son volume dans l'espace. Son volume dans l'espace, ça sera son intensité, et c'est son intensité qui va nous intéresser. Donc, on va essayer, en sommant toutes les images, ce qu'on appelle une intégration, on va obtenir une image comme vous voyez à droite. C'est ce qu'on appelle, sans rentrer dans les détails, on appelle l'espace, le réticule réciproque de la protéine, le réseau réciproque, pardon. Je vous parlais d'intensité, vous voyez, on a des points plus ou moins gros. Chacun de ces points, donc, sera plus intense s'il est plus gros, moins intense s'il est plus petit. Or, là, que vous le croyez ou non, il y a toute l'information pour reconstruire notre protéine. Enfin, la plupart de l'information, pour être plus précis, pour reconstruire notre protéine. Mais si vous vous rappelez un peu ce que j'ai montré dans mon introduction, ceci ne ressemble pas du tout à une protéine. Vous vous rappelez, on avait la surface ou alors le repliement, et là, on a juste une série de points éparpillés dans l'espace. Par le biais d'opérations mathématiques, par contre, on peut passer de cette représentation-là à ça. Donc, vous me direz, on n'a pas fait beaucoup de progrès, mais c'est là, en fait, c'est ce qu'on appelle la carte de densité électronique. C'est-à-dire qu'à différence de l'autre image de ce qu'on regardait tout à l'heure, que c'est juste la distribution des intensités diffractées, ce réticule bleu que vous voyez là se replier dans l'espace nous donne en fait le contour à l'intérieur duquel on peut dessiner la protéine. Donc, si on zoome un peu, et on va regarder la partie centrale de cette carte, vous reconnaissez un peu plus de formes qui vont peut-être nous rappeler les acides aminés qu'on a vus en début de présentation. Plus la résolution, comme a nommé Didier tout à l'heure bien précisément, est haute, donc plus de détails on peut observer, plus cette carte se rapproche de la distribution des atomes individuels. À plus faible résolution, comme dans ce cas-là, on observe le contour de tous les acides aminés. Mais quand on a un contour de cette qualité-là, les acides aminés, on connaît leur forme depuis des années, ce qui va nous permettre assez facilement de tracer notre protéine à l'intérieur de cette carte de densité électronique. Là, en fait, on a résolu la structure de notre protéine. Ça, c'est la première étape, parce que donc, comme vous vous rappelez, notre but dans l'histoire, c'est de chercher des ligands, donc des molécules qui vont s'accrocher à cette protéine d'une façon spécifique. Donc, vous pouvez ici observer dans la carte, il y a tout le bleu, ça c'est très clair, c'est là où nos acides aminés sont, mais puis vous voyez par-ci, par-là, des petites taches vertes ou rouges. Donc ça, c'est juste une représentation qu'on utilise en biologie structurale pour se repérer dans cette carte, qui est quand même assez compliquée et convolue dans l'espace. Là où on voit des points rouges, ça veut dire qu'on a modélisé un atome qui ne devait pas être là. Par exemple, cet atome d'oxygène ici pourrait très bien devoir se déplacer un peu dans l'espace pour faire en sorte que cette densité-là ne soit plus là. Donc la partie rouge, ça nous donne une erreur de positionnement de notre atome d'oxygène typiquement. Mais plus intéressant, dans notre cas, on le verra à la suite, les parties vertes. Les parties vertes, ça veut dire que dans notre protéine, on a oublié de modéliser quelque chose. Et c'est ça qui nous intéresse. Parce que une fois enlevé toutes les petites erreurs de positionnement des atomes, c'est ce qu'on appelle un processus d'affinement de la structure, on va chercher tout ce qui reste en vert. Un exemple, ici, vous voyez donc on a notre protéine qui est bien dessinée. Ça, c'est une autre partie de la même protéine, observée par le même logiciel.
Mais vous voyez ici une grande densité verte toute continue. Cette densité-là, c'est ce que typiquement on cherche quand on a inséré un ligand dans la protéine. Un ligand, c'est quoi? C'est encore une fois une petite molécule qui s'accroche dans le cristal et qui va au moins empêcher à la protéine de fonctionner. C'est à partir de cette structure-là qu'on va pouvoir essayer de concevoir notre médicament contre la COVID, comme on avait essayé de faire dans nos hypothèses. Donc, on va tout d'abord tracer notre petite molécule à l'intérieur de la densité, et ensuite, par des modifications chimiques, on pourra, de un, optimiser son activité d'inhibition, et de deux, on pourra aussi on pourra la transformer en médicament. En fait, un ligand, comme on l'observe ici, c'est une molécule, encore une fois, qui va bien sûr empêcher dans le cristal à la protéine de fonctionner, mais dans notre organisme, il n'y a pas une seule protéine, il y en a plusieurs, donc il ne faut pas déjà qu'ils soient métabolisés par notre système digestif ou rejetés par notre système immunitaire. Donc, il y a toute une phase d'affinement et de test par la suite qui est assez longue et coûteuse et qui fait aussi, et qui est normalement voué à l'échec. C'est très rare d'arriver effectivement à passer d'un ligand trouvé dans un cristal à un médicament. Et c'est tout cela qui va nous garantir que notre médicament sera efficace une fois qu'il sera dans le commerce. Donc, pour conclure, comme j'espère on est arrivé à vous montrer, on a essayé d'appliquer la méthode scientifique en général, donc en se posant une question de départ et arrivant à une réponse, et appliquer ça à un problème de société concret. Donc, pour dire que notre recherche, en fait, s'applique au domaine aussi du quotidien. Le point qu'on voulait faire, le point le plus important fait de notre présentation aujourd'hui, c'est que la recherche est très collaborative. Vous avez vu là, juste pour une présentation, on vous a montré déjà 5-6 personnes sur le même projet. C'est très typique, les projets deviennent de plus en plus grands parce qu'il y a de plus en plus d'expertise demandée pour obtenir des résultats. Encore une fois, là, vous imaginez, ça, c'est que le début du projet médicament COVID, parce qu'après, il y a toute la partie pharmaceutique, encore une fois, qui va impliquer beaucoup de personnes encore pour la phase suivante. Et c'est ce qui est important de se rappeler, que chaque étape présentée donc, influence la réussite du projet. Si Pauline n'avait pas bien purifié la protéine, Anne-Sophie n'aurait jamais eu de cristaux. Ou alors, si ces cristaux n'étaient pas bons, par exemple, il y avait trop d'eau à l'intérieur, les cristaux sont gorgés d'eau en général, Jérémie n'aurait pas pu les congeler. Ou alors mal les congeler. Et si les cristaux sont mal congelés, les clichés de diffraction ont une basse résolution, c'est ce qui aurait tout de suite affecté mon habilité à détecter mon ligand à l'intérieur de la protéine. Donc, avec ça, on a fait un peu le tour de ce qu'on fait en biologie structurale en suivant un exemple d'un projet. Donc, sur cela, je remercie tous les intervenants ainsi que le groupe de communication de l'ESRF et l'EMBL pour avoir organisé ça. Je vais arrêter mon partage d'écran et on va, je pense, je vais laisser la main à Kirstine qui va dispatcher les questions qui, je vois, sont apparues dans le chat. Et merci à vous tous pour votre attention. Merci beaucoup, Gianluca, et merci à vous, notre public ce soir aussi, d'avoir posé des questions. Donc, il y en a plusieurs. Alors, je propose peut-être, Gianluca, qu'on reste avec toi pour commencer, parce qu'il y a deux questions en fait, qui concernent le graphique sur l'intensité des protéines. Donc, peut-être, je ne sais pas si tu peux peut-être revenir sur cet écran, parce que nous avons Mona. Merci Mona d'avoir posé cette question, qui nous demande à quoi ça correspond les losanges qui sont à l'intérieur, enfin qui sont dans le dessin qu'on voit sur l'intensité des protéines. Ok, en plus il y a aussi une question de David à peu près sur le même sujet qui demande par rapport aux zones rouges, donc on pourra faire ça aussi. Donc je repartage mon écran, donnez juste moi une seconde. Donc ça va être là. J'ai perdu mon zoom, est-ce que vous le voyez? Oui. Oui. Ok, alors la question c'était, j'imagine ces losanges-là, donc pourquoi le filet il est représenté en losange, j'imagine, ça soit la question. Et en fait, c'est tout simple, la densité qui est donc bleue, ou la jaune, ou la rouge, ou la verte, peu importe, ça c'est une fonction qui est continue dans l'espace. Mais pour la représenter en 3D et être plus, disons, léger sur les ordinateurs,
on utilise un système de polygones, c'est-à-dire qu'on sait la valeur de la densité électronique à chaque point dans l'espace, et on va tout simplement relier ces points par des lignes droites pour former un bord. C'est comme dans les jeux vidéo, en fait, où on représente les surfaces par des polygones. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais les gens à peu près de mon âge pourront se rappeler des premiers jeux de Tomb Raider, par exemple, où Lara Croft avait son nez qui était formé par 3 polygones. Donc, les personnages étaient plus pointus pour la même raison. C'était ce type de représentation-là. Donc, j'espère, Mona, que j'ai répondu à ta question. Si j'ai mal compris, tu peux écrire dans le chat. Et je vais peut-être répondre à la question de David, entre-temps, qui est très intéressant. C'est un peu du détail par rapport à ce que j'ai montré. Il demande à quoi correspondent les zones rouges dans le rendu 3D de molécules. J'ai parlé d'atomes mal placés, mais mal placés par rapport à quoi? Donc, on va essayer de l'expliquer d'une façon simple. Je vous ai parlé donc du fait qu'on obtienne cette carte de densité électronique, encore une fois, à partir de nos données expérimentales. Ça, c'est ce que vous voyez en bleu. Mais on peut aussi obtenir une carte différente qui n'est pas montrée là. Mais vous imaginez, chaque atome, on le connaît très bien, on sait combien d'électrons il a autour. Donc, vous pouvez imaginer qu'on pourrait construire une carte théorique pour chacun de mes atomes, simplement en disant qu'à une distance de 1 angstrom par rapport à mon atome d'oxygène, donc à peu près ce que vous voyez là, il doit y avoir un électron. Ça, c'est ce qu'on appelle une carte de densité calculée. Donc, on a une carte de densité observée tout d'abord, qui est celle qui donc sort de nos données d'expérience, une carte de densité calculée, qui est celle qui sort de notre modèle. Donc, les électrons de notre modèle par rapport aux électrons observés expérimentalement. Les cartes rouges et vertes sont tout simplement la différence entre les deux. Donc, mal placé par rapport à quoi? C'est mal placé par rapport aux données observées. Et la différence est donnée par les électrons calculés par rapport à mon modèle. Alors, nous avons beaucoup de questions qui arrivent. Ah, attends, les gros morcelons, les petits morcelons, j'ai la réponse de Mona. Ok, donc Mona, tu veux dire là les différentes formes à l'intérieur de la protéine. Ok, c'est ce qu'on appelle les chaînes latérales des acides aminés. Donc, tous les acides aminés, donc Mona demande donc les formes que j'ai dessinées pour ma protéine. Donc, une protéine, comme je vous disais, les acides aminés sont formés par deux parties. On a une chaîne principale, c'est celle-là que vous suivez. On a toujours oxygène, carbone, carbone, azote, et puis encore oxygène, carbone, carbone, azote, et ça continue comme ça. Ça, c'est donc la chaîne qui se replie dans l'espace. Ensuite, chaque acide aminé, il y en a 20 différentes, ils se diversifient non pas par leur chaîne principale, celle-là, elle est tout le temps la même, mais par leur chaîne latérale. Donc ici, par exemple, on voit une tyrosine qui a donc un groupe benzyle ici avec un oxygène au fond. On a une histidine ici qui a une chaîne latérale très différente. Ces chaînes latérales-là sont celles qui donnent les propriétés chimiques et donc la fonction des protéines aussi. Donc c'est pour ça qu'elles les observent dans le détail. Et elles sont toutes différentes et on les utilise pour se placer dans l'espace. Ok, Voilà. Jean-Luc, pendant que tu es toujours sur cette question, il y a une question de Martin aussi qui demande quel est le temps de calcul nécessaire pour former les protéines en 3D? Ok, ça dépend, ça c'est bien évident, ça dépend dans le sens où déjà, comme Didier a expliqué tout à l'heure, disons-le, je vais vous donner à peu près une idée de combien ça prend pour passer des images à une image comme ça. Donc, juste pour l'avoir, en fait, une partie qui peut être très demandeuse en temps, c'est l'intégration des images, mais ça c'est très simple, c'est proportionnel au nombre d'images qu'on collecte. Donc, si par la symétrie on a moins d'images, l'intégration sera plus rapide, ça va prendre quelques secondes. Si on a beaucoup d'images à très haute résolution, donc avec beaucoup de points, on aura, disons, ça va prendre 1 ou 2 minutes sur une machine normale, disons, sur mon ordinateur PC qui est tout à fait ordinaire et disponible dans le commerce. Les étapes suivantes, ça dépend un peu plus. Pour passer, par exemple, de ça, donc les données intégrées, à la carte de densité, qui devrait être dans le slide suivant, ça, c'est un peu plus long. Encore une fois, en fonction de la qualité de la taille de la protéine, ça peut prendre, disons, quelques minutes, jusqu'à une demi-heure si on est vraiment dans des cas compliqués. Ensuite,
à partir de ça, on peut tout de suite dessiner à l'intérieur notre protéine. Après, le processus d'affinement est beaucoup plus long parce que voilà, l'affinement s'est fait de façon manuelle. Il y a beaucoup d'atomes dans une protéine. Une protéine contient des milliers d'atomes. Et même qu'avec les contraintes de forme des acides aminés, on ne les déplace pas un à la fois, ça prend quand même beaucoup de temps. Ça peut prendre, disons, 2-3 bons jours de travail minimum, on va dire, pour passer donc de ça à la recherche ensuite des ligands. D'accord. Et il y a Sandrine qui nous demande aussi combien de temps il faut en fait entre la première étape et l'analyse finale. Ok, alors combien de temps on ne sait pas. Tout simplement, Sandrine, ça c'est une très bonne question, mais on n'en a aucune idée. Parce qu'il y a plein d'inconnus. Déjà, on ne sait pas. Disons, partons de l'idée qu'on connaît la séquence de la protéine qu'on veut étudier. On ne sait pas combien de protéines nos bactéries vont produire. Donc, il nous a fallu une certaine quantité pour l'étude. Donc, déjà, il y a toute une partie préliminaire où on doit optimiser les conditions de production et de purification. Ça peut prendre des semaines, voire des mois. Ensuite, quand on passe à la cristallisation, encore une fois, c'est un processus on ne va pas dire de chance, mais on va essayer des conditions et si ça ne marche pas, on va changer. Le robot que Pauline a présenté, dans un screen typique, on va produire 500-600 conditions différentes et on va les observer à partir d'un jour jusqu'à 3 mois. Si les cristaux poussent le premier jour, on a de la chance. Si au bout de 3 mois, on n'a rien, il faudra recommencer le cycle avec de nouvelles productions de protéines, etc. Donc, tout est très long aussi parce qu'à partir du moment où on a nos cristaux, les cristaux pourraient diffracter à une résolution qui est tellement basse qu'on ne peut rien obtenir comme information. Donc, ça peut prendre des années parfois. Cas opposé, il y a 2 ans, on avait un autre projet où on est passé du début à la fin sur 2 semaines. Donc, comme tu peux voir, Sandrine, c'est très varié, il y a beaucoup d'inconnus et c'est des paramètres qu'on essaie d'optimiser par essai successif. Voilà, c'est l'expression que je cherchais. Donc, on va essayer jusqu'à ce que ça marche. Parfois, on a de la chance, parfois un peu moins. Bien, merci Gianluca. Je propose qu'on passe à l'EMBL parce qu'il y a quelques questions. Je peux peut-être, excuse-moi, Kirstine, juste répondre à la toute dernière question. Pour Estelle? Oui. Ça m'intéresse beaucoup aussi, cette question. Alors, Estelle voudrait savoir à quoi correspondent 30 microns. C'est vrai que 30 microns, c'est à peu près la taille de notre faisceau. Donc, le référentiel le plus simple qu'on peut faire, c'est que si on arrache un cheveu d'une personne blonde, donc un cheveu plutôt fin, il fait à peu près 100 microns. Donc, on doit diviser un cheveu par 3 et ça nous fait les 30 microns. Bien évidemment, dans le diamètre, pas dans la longueur. Donc voilà, c'est le plus simple, disons, un cristal est beaucoup plus petit que l'épaisseur d'un cheveu. Voilà, si on revient à l'EMBL, je stoppe mon partage d'écran. Alors, Anne-Sophie, Jérémy et Pauline, donc nous avons des questions pour vous. Je peux apporter un élément de réponse aussi, oui. si vous voulez, concernant les 30 microns. Quand on a fait la pêche tout à l'heure avec le harvester, avec la machine cristal direct, on a utilisé 7 aiguilles. Et en fait, 7 aiguilles que je tiens là dans ma main, ensuite on en a pris des images une fois le cristal récolté. Donc notre cristal qui fait environ 30 microns, vu sous le microscope, qui fait cette taille. Et ça, c'est le bout de cette aiguille. Voilà, donc ça permet un peu de se rendre compte de la taille des objets qu'on manipule. Jérémy, est-ce que tu peux le placer juste avec un fond blanc parce qu'on ne le voit pas super bien? Se rapprocher. Non, le micro, ça va, c'est juste le… Ah, l'image. Oui, voilà, sur un fond blanc avec l'objet que tu as à la main, sur le fond blanc aussi, voilà. Oui, super, merci. Voilà. Ok, ben, Pauline, je pense que c'est une question pour toi en fait. Il y a David qui demande qu'est-ce qui fait qu'une protéine spécifique adhère aux petites billes? Alors, du coup, ce qu'on fait, c'est que
pour la protéine qu'on a produite, on lui a rajouté un petit morceau à sa séquence d'ADN qui fonctionne comme une étiquette. Donc, par exemple, on peut rajouter plusieurs histidines, qui est une sorte d'acide aminé. Donc, si on met 6 histidines les unes à la suite, au début ou à la fin de notre protéine, et bien juste ces 6 histidines-là, on sait qu'elles vont venir s'accrocher sur du nickel. Et donc, dans les petites billes que je vous ai montrées, en fait, c'est des petites billes qui sont recouvertes de nickel. Et donc, notre étiquette vient s'accrocher à ça. Donc, ça, c'est un exemple. Mais il existe plusieurs sortes d'étiquettes différentes et du coup, plusieurs sortes de billes différentes. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on met en place quand on choisit comment on va faire exprimer notre protéine. Super, merci. Et Mona, encore, qui pose une question. Quelle est la composition en fait, du liquide qui nourrit les bactéries? Alors, c'est un bouillon de culture, presque un peu comme un cubord qu'on pourrait avoir à la maison. Il y a du sel à l'intérieur, il y a de l'extrait de levure, donc des levures qui ont été lyophilisées. Et il y a aussi de la peptone. Donc, la peptone, c'est on a pris de la caséine, une protéine, et on l'a réduite en petits morceaux. Et donc, ça permet aux bactéries de s'approvisionner en protéines, enfin en peptides, en acides aminés, en sel et dans tous les éléments qu'il leur faut pour se nourrir et pour produire les protéines aussi qui nous intéressent. Super, merci beaucoup. Moi, j'ai une question aussi. Est-ce qu'on sait combien existe-t-il de protéines? De types de protéines. Alors, il existe beaucoup de protéines différentes. Elles sont classées par famille. Elles vont avoir des fonctions différentes. Combien exactement? Je ne saurais pas donner de chiffres. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à apporter? Gianluca? Il y en a beaucoup. C'est le plus de détails qu'on peut donner. Et en plus, c'est infini parce que par définition, le génome mute. Donc, tous les jours, on crée des nouvelles protéines, par définition. Donc, après, des structures, il y en a très peu de formes différentes, mais par contre, au niveau génomique, on mute tous les jours. Donc, par définition, c'est infini. D'accord. Et une question qui est un petit peu liée, peut-être, on pose la question, est-ce que c'est parfois difficile ou impossible de réaliser une de ces étapes? Par exemple, la préparation, la cristallisation ou l'utilisation des rayons X, par exemple. Oui, en fait, à toutes les étapes qu'on vous a montrées, ça peut bloquer. Donc, ça peut commencer dès la première étape pour produire la protéine. Donc, il y a des protéines qui sont très bien produites par les bactéries, mais des fois, en bactéries, ça ne marche pas. Donc, on va essayer plusieurs autres systèmes. On peut faire avec des cellules d'insectes. On fait ça à l'EMBL. Ou essayer de faire produire par des protéines, par des cellules humaines. Et des fois, on n'arrive pas à avoir suffisamment de matériel. Après, des fois, notre protéine, elle ne va pas forcément cristalliser. Donc, comme on a expliqué, pour l'étape de cristallisation, il faut tester énormément de conditions différentes à différentes températures avec différents produits. Et parfois, ici on n'arrive pas à optimiser. On peut parfois obtenir des cristaux, mais qui ne vont pas diffracter et donner des données de suffisante haute résolution. Donc, ça aussi, ça peut être un process qui peut être très long, comme il peut être très rapide. Ça dépend vraiment de chaque projet. Et ensuite, du côté technique, grâce à l'équipe avec Jérémy, c'est pas lié à l'erreur humaine de certaine manière et puis d'essayer d'avoir quelque chose de beaucoup plus robuste. Donc, on améliore tous les jours avec des instruments spécialisés nos méthodes de travail pour les scientifiques. Et ensuite… Je dirais que c'est un des avantages aussi de l'automatisation, c'est que plus on va vite et plus on fait les choses de manière répétable et rapide, plus on va pouvoir tester de conditions différentes. Donc, l'automatisation nous sert aussi à ça, à aller chercher parfois des données à des endroits où auparavant il était impossible d'aller les chercher.
Pour la collection de données, par exemple, un exemple typique, certains ont dû entendre parler de la GPCR qui a fait un prix Nobel il y a quelques années. Une seule structure, la première structure de cette protéine-là, bon maintenant il y en a beaucoup avec d'autres ligands, etc. Mais la première structure, c'était plus de 1000 cristaux qui ont été testés sur différentes périodes pour trouver un seul cristal qui avait une résolution correcte. Donc même la collection de données, qui est quand même très, très automatisée, parce qu'il n'y a absolument aucune intervention humaine, même celle-ci, vu qu'à chaque fois, on n'obtient pas un cristal qui est parfait, loin de là, ça peut être un process qui peut prendre plusieurs années. Parce que quand je parle des micristaux, c'est quand ils avaient obtenu les micristaux. Mais déjà, obtenir les micristaux, c'était un travail de plusieurs dizaines d'années. C'est pour ça aussi que ça vaut un prix Nobel. Un prix Nobel. Ok, et une autre question aussi, on me demande quelle est ensuite les prochaines étapes pour arriver à la conception de médicaments. Qu'est-ce qui devient en fait les résultats de recherche à l'ESRF entre l'ESRF et le médicament qui arrive sur le marché? Qu'est-ce qui se passe? Ok, je vais peut-être répondre. Donc, comme j'ai plus ou moins présenté déjà dans ma présentation, à partir de notre ligand, donc de notre petite molécule qui disons, se fixe à la protéine d'intérêt, il y aura des chimistes et des pharmaciens qui vont optimiser cette molécule pour deux choses. Un, ça sera donc ce qu'on appelle de la disponibilité dans l'organisme, c'est-à-dire faire en sorte que si on l'injecte, on l'assume de façon orale ou comme pilule ou peu importe, la molécule reste en circulation assez longtemps pour pouvoir cibler sa cible dans l'organisme, mais aussi pour faire en sorte, par exemple, qu'elle soit soluble dans l'eau ou dans autre chose. Les petites molécules qu'on a montrées, elles sont souvent très compliquées à manipuler et encore plus à injecter dans l'organisme. Une fois qu'on a passé cette étape-là, il y aura éventuellement les tests cliniques. Et les tests cliniques, ça prend longtemps parce que c'est une procédure qui est très longue et très réglementée avant de pouvoir mettre un médicament effectivement dans le commerce. Donc, on parle d'un processus qui va durer plusieurs années après les structures. Pour compléter avec ce que Gianluca vient de dire, et plus au niveau résultats qui sont produits par le SRF, on a deux façons d'accéder aux lignes de lumière à l'ESRF. C'est soit vous payez, et donc vos résultats sont complètement privés et c'est quelque chose que vous gardez pour vous. C'est ce qui se passe pour toutes les compagnies pharmaceutiques qui nous achètent du temps et qui peuvent collecter leurs jeux de données comme ça. Et ensuite, ça c'est 30% de notre temps qui est donné comme ça. Et ensuite, on a 70% de notre temps qui est donné à des utilisateurs académiques. Les utilisateurs académiques, ça veut dire qu'ils ont accès à l'ESRF de façon complètement gratuite, puisque leur pays d'origine finance l'ESRF. Et donc, les résultats, par contre, sont des résultats académiques, c'est-à-dire que ce sont des résultats qui vont produire des publications et qui donc vont être publics. Donc, c'est des choses auxquelles on va pouvoir avoir accès. Donc, toutes les données au bout de 2 ans d'embargo, toutes les données, les spots de diffraction que je vous ai montrés sont donnés au public, c'est-à-dire que vous pouvez y accéder, vous, moi, tout le monde peut y accéder. Et ensuite, les structures, comme montré Gianluca, à partir du moment où elles rentrent dans le domaine public, elles sont déposées dans ce qu'on appelle une protein data bank, qui est PDB, et qui est en fait aussi, si vous cherchez sur Internet, vous cherchez le PDB, et en fait, vous retrouvez tous ces modèles-là, toutes les positions de ces atomes, vous pouvez les retrouver, vous pouvez y accéder, vous pouvez les récupérer, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc ça, c'est la deuxième façon d'accéder aux lignes de lumière et d'accéder aux données qui sont produites par le SRF. D'accéder aux données qui sont produites par le SRF. Très bien, merci Didier. Donc, je n'ai plus de questions dans la petite boîte à questions. Je pense que les participants ont dû avoir réponse à leurs questions. Je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots de la fin à nos experts. Non, peut-être juste remercier encore une fois tous les intervenants et les collaborateurs sur le projet.
Très bien, oui. Merci beaucoup à tous et surtout merci à tous nos participants qui nous ont donné rendez-vous ce soir pour apprendre un petit peu plus sur l'EMBL et le SRF et la biologie structurale. Donc, j'espère qu'on vous verra à un prochain séminaire en ligne, peut-être dans le cadre de la Fête de la Science. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, attendez, je pense que nous avons peut-être une autre question. Ah non, juste merci Mona encore pour dire bravo à tout le monde, que c'est passionnant. Merci beaucoup Mona, à vous. S'il n'y a pas d'autres questions, on va finir la séance là. Merci beaucoup encore.